Si vous êtes régulièrement allé en manif à Paris depuis 2020, et plus particulièrement dans le cortège de tête, elle vous dit déjà peut-être quelque chose. Autrement, vous l'avez peut-être croisé pendant une action, le blocage d'une fac ou que sais-je encore, avec un téléphone à la main, puisque lui-même se présente comme un journaliste militant et a participé à la création du média Peuple Révolté en 2019. Tout ça, ça donne un peu le vertige quand on sait que Richie Thibault a juste 20 ans et que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il est loin d'être tombé dans la marmite politique quand il était petit. Il a grandi à Pineuil, en Gironde, et sa vie, comme celle de centaines de milliers, voire millions de Français, a basculé pendant un certain mois de novembre 2018, dans les premiers instants du mouvement des Gilets jaunes. Dans ce second épisode de Mémoire de lutte, on va donc refaire le fil de ce qu'il s'est passé depuis, à travers son regard aiguisé, des premières occupations de ronds-points jusqu'à la guerre des poubelles de mars-avril 2023, en passant par le mouvement contre la loi sécurité globale de 2021, et même par les continuations plus ou moins glorieuses du mouvement des Gilets jaunes. Salut Richie. Salut. J'espère que ça va. Aujourd'hui, on se retrouve devant la pyramide du Louvre, qui est un endroit un peu spécial peut-être pour nous deux, étant donné qu'on appartient à une génération qui a jamais connu autre chose que Macron, et que c'est un peu ici que tout a commencé, d'une certaine manière. Et pour nous, ça faisait sens de t'avoir dans ce format Mémoire de lutte, parce que tu as été un témoin privilégié de toute cette phase qui s'est ouverte depuis l'élection de Macron et toute la radicalisation qu'on a connue. Avant de déplier un peu tout ça à travers différentes questions, en faisant mes recherches pour cet entretien, j'ai découvert que tu avais été collaborateur de la France Insoumise et surtout que tu avais fait l'objet d'une exclusion de l'Assemblée nationale. C'est une première dans l'histoire de l'Assemblée nationale. Richie Thibault, l'assistant parlementaire de la députée LFI d'Ercilia Soulé, a été banni du Palais Bourbon suite à ses propos polémiques. Selon Yael Braun-Pivet, sa présence ne permettait plus de garantir la sécurité de l'Assemblée nationale. Une décision légitime pour les députés, Alexis de la Fontaine. Oui, le camp présidentiel fait bloc derrière Yael Braun-Pivet. Le député Mathieu Lefebvre approuve le bannissement de Richie Thibault, notamment à cause de ses antécédents. On parle là de quelqu'un qui a appelé à l'intifada dans Paris. C'est pas un simple collaborateur parlementaire, c'est un militant politique qui prône le désordre et le chaos, et la présidente est évidemment dans son rôle de lui interdire l'accès à l'Assemblée nationale. Au-delà de la question de son véritable rôle d'assistant parlementaire, Yael Braun-Pivet s'appuie sur la plainte déposée par Bruno Retailleau contre Richie Thibault pour expliquer qu'il est devenu une menace. Pour le député du Rassemblement national Laurent Jacobelli, c'est l'ensemble de la France insoumise qui pose des problèmes de sécurité. La violence et le non-respect des lois fait partie du logiciel de la France insoumise. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs le comportement individuel de chacun par rapport à la violence physique, par rapport à la drogue, par rapport aux propos qui sont tenus. Enfin, aucun député du Nouveau Front Populaire n'a pour l'instant défendu Richie Thibault, hormis Ercilia Soulé. Est-ce que tu peux peut-être revenir là-dessus, nous expliquer comment c'est arrivé et tout ça ? Alors je vais y revenir, mais juste avant, peut-être expliquer quelle est la symbolique d'être ici pour moi. Devant la pyramide du Louvre, effectivement, on appartient à cette génération qui, ces dernières années, a connu uniquement le règne politique du président monarque Macron. Et c'est vrai que lorsqu'il a remporté les élections présidentielles de 2017, il est arrivé ici le soir même du second tour de 2017, au pied de la pyramide du Louvre. Et ça a été cette grosse soirée où il a commencé son règne. Et moi, j'ai trouvé l'image assez symbolique parce que, quoi que l'on pense de cette pyramide, qu'on l'apprécie sur le plan historique
historique ou pas, pour moi, elle peut symboliser en quelque sorte la pyramide sociale qui règne, le règne pyramidal sur le plan social que l'on subit toutes et tous en France et dans le monde actuel, dans l'organisation capitaliste du monde. Et pour moi, cette pyramide sociale, Macron en est un grand défenseur. Et ces 7 dernières années, il a tout fait pour la renforcer, pour la stabiliser, cette pyramide sociale. Mais j'ai quand même la conviction que depuis ces 7 dernières années, notamment depuis le mouvement des Gilets jaunes, il y a une effervescence politique dans le pays, des ronds-points des Gilets jaunes, jusqu'à Sainte-Soline, en passant par les émeutes antiracistes. Des poubelles en guise de barricade. Qu'il y a en fait une révolution rampante qui est en cours, qu'il y a une révolution, qu'il y a des milliers d'individus dans le pays qui rampent un peu sur les facettes de la pyramide, et que j'ai l'impression que nous sommes un peu comme des ronces qui allons entrer dans les interstices de la pyramide pour la faire s'écrouler sur elle-même. Donc voilà. Mais alors maintenant, pour répondre à ta question, eh bien, il s'avère que oui, depuis maintenant quelques mois, je crois 7 mois, je travaille en tant qu'assistant parlementaire à l'Assemblée nationale. C'est un choix que j'ai fait, d'une part pour apprendre des choses, pour tirer des leçons sur les limites et les insuffisances du parlementarisme, parce que moi, a priori, j'ai une critique du parlementarisme, mais ma culture politique fait que tant que je n'expérimente pas quelque chose par moi-même, eh bien, je ne me juge pas compétent pour émettre un avis politique. Et c'est pour ça que je me suis dit, Richie, va travailler au sein de cette Assemblée nationale et tu vas pouvoir tirer des leçons politiques sur les limites du parlementarisme, de l'électoralisme et de l'institutionnalisme. Et ça marche, mais à 200%. Je commence à écrire et à mettre sur le papier eh bien, les limites que je trouve aux logiques institutionnelles. Et la deuxième chose pour laquelle j'ai décidé de travailler à l'Assemblée, c'est pour faire émerger et pour travailler sur un sujet qui est particulièrement important pour moi, qui est la lutte contre l'antiziganisme, le racisme subi par les Roms, les Sinti, les Yéniches, les Manouches, les voyageurs et les Gitans. Un racisme que j'ai subi depuis mon enfance de manière extrêmement violente, un racisme qui est banalisé, répandu dans la société. Et donc notamment en étant assistant parlementaire à l'Assemblée nationale, ça me permet de travailler avec des premiers concernés, avec des chercheurs, des chercheuses, avec tout un tas de camarades sur la reconnaissance par la France. La France est un des derniers pays à ne pas reconnaître sa responsabilité dans le génocide des Roms, des Sinti, des Gitans, des Yéniches, des Manouches et des voyageurs. Donc je travaille là-dessus. Donc voilà un peu les raisons pour lesquelles je travaille là-bas. Et c'est vrai que dès que je suis arrivé à l'Assemblée nationale, les regards se sont portés sur moi. Les caméras de certains se sont braqués sur moi. Et on m'a considéré un peu comme un ovni dans cette institution. J'avais pas la même tenue, j'avais pas la même culture, les mêmes origines que la plupart des gens qui travaillent, qui arpentent le Palais Bourbon et l'hôtel de la C. Et donc il y a eu, dès que ça a été découvert par les fachos et par les macronistes, ils se sont mis à lancer des campagnes numériques. Il y a eu plusieurs dizaines de fachos et macronistes qui ont écrit à Yael Braun-Pivet en lui disant « c'est scandaleux, cet individu ne peut pas travailler dans l'Assemblée nationale ». Et puis ensuite, il y a eu une vague de répression contre moi ces derniers mois, une plainte de Bruno Retailleau, un signalement de la préfecture de police de Paris, etc. etc. Et dans ce contexte d'acharnement répressif, eh bien, Yael Braun-Pivet en a rajouté une couche en m'interdisant d'accès au Palais Bourbon et à l'hôtel de la C, donc mon lieu de travail en tant qu'assistant parlementaire. Et c'est vrai que c'est juste assez dingue, parce que c'est la première fois dans l'histoire de l'Assemblée nationale qu'une personne est interdite d'accès à l'Assemblée nationale. Et c'est vrai que moi je le prends un peu comme une médaille et comme une preuve de subversion, parce que je me dis que s'ils m'interdisent d'entrer à l'Assemblée nationale, c'est qu'il y a quelque chose dans ma parole politique qui les dérange. Ouais. Alors je le dis pas en étant prétentieux, je le dis parce que c'est factuel. C'est la première fois que ça arrive et il n'y a pas de préalable, il n'y a pas de précédent qui existe. Et donc c'est bien qu'il y a quelque chose dans mon profil, dans l'action politique qui est la mienne, qui les dérange et je m'en réjouis. Est-ce que tu vois ça en particulier? Est-ce que tu penses que tu prends ça aussi comme une résistance au fait d'amener le sujet de l'antiziganisme dans le... Déjà, mais je pense que c'est très étonnant ce qui m'arrive, parce que moi, tous les jours, quand je vais bosser à l'Assemblée nationale, je vois des gens qui sont multicondamnés, qui ont plusieurs condamnations judiciaires, qui rentrent sans aucun souci, et moi, qui n'ai aucune condamnation judiciaire, qui est le casier judiciaire vierge, je ne peux pas entrer. Je trouve ça quand même assez éloquent. Comme quoi, finalement, c'est vraiment une décision politique et non une décision de bon sens, si on considère que les décisions de justice sont des décisions de bon sens, ce que je ne pense pas pour la plupart du temps. Alors, effectivement, je pense qu'il y a aussi quelque chose dans mon profil, de manière générale, qui dérange. Et effectivement, mes origines, elles doivent participer à ça.
parce que je suis le premier, peut-être le deuxième, collaborateur parlementaire, en tout cas le premier à me revendiquer comme voyageur, comme jeune d'origine romanie, et comme par hasard, ça tombe sur moi. Et donc, ça en dit long aussi sur les a priori, sur un peu l'imaginaire exotique vis-à-vis des voyageurs et l'imaginaire raciste qui consiste à nous percevoir comme des gens dangereux et plus violents que les autres. Donc sûrement que ça a joué effectivement à motiver cette décision d'interdiction. Et puis ça donne le sentiment un peu comme si ta présence dans l'Assemblée nationale elle venait casser une règle implicite qui était que les gens du voyage en fait n'avaient pas accès à faire de la politique, n'avaient pas accès à ces lieux-là, enfin à ces lieux-là, et que tu devais être exclu comme Clairement. ça. Tu l'as vécu par rapport à ton antiziganisme, enfin. Bah oui, on le vit comme ça parce que moi, il y a un des trucs que je dis dans mon bouquin, Arrachant une vie meilleure, notamment, c'est qu'il y a une assignation à l'apolitisme des personnes catégorisées comme gens du voyage en France. Cette assignation à l'apolitisme, elle se fait notamment par des mesures juridiques. Il me semble que jusqu'en 2017, il y avait une circulaire, une mesure juridique qui faisait qu'il ne pouvait pas y avoir plus de 3% d'électeurs catégorisés comme gens du voyage dans une commune. Le truc dingue, quoi. On n'est pas en Afrique du Sud, on n'est pas, durant l'apartheid, on est en France. Et c'est une preuve majeure de cet apartheid que subissent les personnes catégorisées comme gens du voyage en France, que subissent ma famille, etc. Et effectivement, ça se continue. Parce que quand moi, mes cousins, les jeunes de ma famille, ils me voient arriver à l'Assemblée nationale, ils me disent « Richie, on est hyper fiers, t'es un des premiers de chez nous à aller travailler à l'Assemblée nationale. » Et quand ils voient que je suis interdit, ils se disent « Non, c'est pas fait pour nous. » Et c'est ça le ressenti. Et moi, l'autre jour, il y a eu un colloque que j'ai organisé avec Daniel Obono et Arcida Soudé, la députée pour laquelle je travaille, sur l'antiziganisme, justement. Et il y avait plein de mes petits cousins qui étaient venus y assister, que j'avais invités, et ils ne comprenaient pas. Ils m'ont dit, mais Richie, pourquoi tous les gadgets, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas voyageurs, peuvent entrer, et toi, tu ne peux pas rentrer? Et effectivement, c'est ça le message que ça véhicule. Mais honnêtement, moi, ça me dérange pas plus que ça, parce que c'est aussi une réalité. On vit dans un État raciste, oppressif, anti-tzigane en l'occurrence, et il reproduit les mécanismes d'oppression. Et moi, encore une fois, il n'y a aucune répression, aucune mesure de répression qui ne m'atteint. Moi, je leur dis, avec tout ce que vous avez fait subir à mes ancêtres, vous les avez envoyés dans des camps. Ils ont envoyé mon arrière-grand-mère Azaïs Maria, par exemple, dans un camp. Elle a été enfermée à Jargeau. Je veux dire, avec tout ce que vous avez fait subir aux miens, je n'ai pas peur de vous. Et toute votre répression, elle ne m'affaiblit pas, elle ne m'atteint pas. Et plus vous vous acharnez contre moi, contre les miens et contre celles et ceux qui luttent pour arracher une vie meilleure, et bien plus ça renforcera ma conviction que ce monde il est pourri, il est exécrable et qu'il faut le détruire au plus vite et que cela constitue un impératif et une urgence vitale. Merci beaucoup. Alors du coup, peut-être que je me suis éloigné de ta première question. Non, moi j'avoue que l'antiziganisme, c'est un sujet que je connaissais pas avant de préparer l'entretien, où c'est la première fois que j'ai écouté des paroles qui parlaient spécifiquement de ça. Et tu vois, même dans les questions que j'ai préparées, j'avais pas préparé de questions sur ce sujet en particulier. Donc, je trouve ça, au contraire, très bien qu'on puisse l'aborder de fond, en fait, comme ça, dès le début de l'entretien. Écoute, ça me fait plaisir, mais je pense qu'on aura l'occasion d'approfondir, parce que c'est vrai que moi, c'est au cœur de mon engagement. Et si aujourd'hui, je suis engagé, je suis un gars engagé politiquement avec autant d'opiniâtreté, avec autant de radicalité, avec autant de rage, c'est parce que j'ai un vécu de jeune voyageur, parce que je suis le fils d'une mère gitane, d'un père manouche. C'est parce que j'ai vécu tout un tas d'oppressions, parce que les gens de ma famille, elles sont exposées délibérément à des pollutions graves. Plus d'une semaine après l'incendie de l'usine Lubrizol, les stigmates de la catastrophe industrielle sont encore perceptibles chez les résidents de cette aire d'accueil de gens du voyage de Petit-Quevilly, située à 500 mètres de l'entreprise rouennaise. Avant-hier dans la nuit, il y a une grosse odeur, je dormais, ça m'a réveillée. Et là, j'ai senti qu'il y avait l'odeur, ça me piquait, ça m'a piqué au nez. Et j'ai respiré, comme j'ai respiré, j'ai senti que dans la gorge, c'était pas... Ah, donc je me suis élevée et là, j'ai fait un aérosol. La centaine de riverains est encore sous le choc et déplore le manque d'informations la nuit du drame. Les policiers leur ont dit de rester sur place, alors qu'à quelques mètres, le feu était toujours en cours et que tout le monde était paniqué par les explosions entendues. Et leur santé est mise en danger parce qu'ils sont relégués, ségrégés dans des lieux qu'on qualifie, qu'on appelle les aires d'accueil, qui sont profondément inaccueillants et sur lesquels les gens crèvent et attrapent des maladies, crèvent à 50, 60 ans et ont une espérance de vie de 10 à 12 ans inférieure au reste de la population française, parce que l'État, les parcs,
part que les miens, les gens de ma famille, les personnes catégorisées comme gens du voyage, sur ces dites aires d'accueil qui se situent dans une immense majorité des cas à côté de lieux pollués et polluants, à savoir des déchetteries, des sites industriels, des sites hautement dangereux pour la santé, des sites classés Seveso. Il s'avère par exemple que une des aires d'accueil qui illustre ce racisme environnemental subi par les personnes catégorisées comme gens du voyage en France, c'est une aire d'accueil, l'aire d'accueil de Petit-Quevilly à Rouen. Et qui est cette aire d'accueil, c'est assez marrant parce que elle se situe, enfin c'est assez marrant, c'est assez tragique, à côté du site Seveso Lubrizol. Et quand en 2019 il y a eu l'incendie de Lubrizol et que ça fait beaucoup de bruit, tout le monde dans les médias, etc., parlait de l'évacuation des habitants, des résidents qui habitaient autour, mais quasiment tout le monde a occulté que le premier lieu de vie, le premier foyer d'habitation à côté de Lubrizol, à proximité directe, c'était une dite aire d'accueil, profondément inaccueillante, je le répète, où des personnes, des voyageurs ont été parqués par la police, par la BAC, et on a refusé qu'ils puissent sortir et évacuer, et les enfants ont dû respirer les fumées dangereuses. Pendant la catastrophe, il y a eu une opération de police pour empêcher les gens de sortir de ce Donc l'antiziganisme en France, c'est ça, mais c'est aussi des crimes policiers. Moi, quand j'avais une dizaine d'années, j'ai un des proches de ma famille que je considérais comme un oncle, Daniel Povy, qui a été tué à Biscarrosse de plusieurs balles de gendarmes alors qu'il fuyait. Il sortait et il fuyait les gendarmes et il a reçu plusieurs balles et il est mort, il a été tué. Donc l'antiziganisme, c'est aussi ces crimes policiers qui sont récurrents, enfin des crimes qui sont faits par la gendarmerie, c'est peut-être un peu ça la particularité, moins par la police parce que c'est souvent dans des zones rurales et donc c'est plutôt les brigades de gendarmerie territoriale ou encore les unités du GIGN comme c'était le cas pour Angelo Garant, qui est un autre voyageur qui a été tué en 2017 par le GIGN pour le coup, alors qu'il était en repas de famille. Mais je peux citer encore. Il n'était pas revenu d'une permission en fait de prison et il avait été voir ses parents pour manger. Et là, le GIGN est intervenu, ce qui est totalement démesuré, parce que normalement, c'est une unité qui intervient dans des configurations antiterroristes. Mais il s'avère qu'une enquête a été faite et que, en fait, finalement, ce qui se passe, c'est que les antennes régionales du GIGN qui ont été créées après les attentats de 2015, eh bien, comme elles n'ont pas beaucoup d'activités en région, ce qu'elles font, c'est que pour s'entraîner, elles vont chez les voyageurs intervenir. Et donc, ça donne lieu à des crimes de la gendarmerie, comme celui d'Angelo Garant en 2017, qui a été tué pendant ce repas de famille. Mais je pourrais aussi vous citer Mikey Lorech, qui est un voyageur qui a été tué à Toulouse cet été. Il sortait là aussi d'un repas dans un resto avec sa femme. Il avait une vingtaine d'années, 26 ans je crois. Il sortait avec sa femme, qui était un peu plus jeune que lui d'ailleurs, et avec leur bébé qui avait 4-5 mois. Et ils étaient dans la voiture et il a été tué de plusieurs balles, notamment d'une balle dans la tête. Donc l'antiziganisme, c'est ce racisme extrêmement violent qui reste dans l'angle mort, qui est totalement dans l'angle mort en France, qui est banalisé. On le voit dans la classe politique. D'ailleurs, Macron qui dit sur Christophe Détinger, il n'a pas les mots d'un boxeur gitan. Gilles Bourdelex, membre des LR. Ça veut dire quoi pour toi? Quand Macron dit ça, qu'est-ce qu'il implique? C'est que c'est un gros raciste, c'est que c'est un des plus gros réactionnaires de notre époque, Macron. Mais ça veut dire quoi dans sa tête à lui quand il dit il n'a pas les mots d'un gitan? Ça veut dire que Christophe Détinger parle trop bien pour être gitan? C'est ça, les gitans ne sont pas capables d'aligner 3 mots. D'accord. C'est ça l'antiziganisme. C'est aussi Gilles Bourdelex qui dit, un cadre des LR qui dit Hitler on n'a pas tué assez, en parlant de mes ancêtres. Et donc c'est pour ça que moi c'est au cœur de mon engagement. Et si j'avais pas subi ces oppressions, ces stigmatisations qu'ont subi les voyageurs, j'aurais pas cette si grande rage politique qui m'anime et qui fait que je suis dans la défiance permanente et l'oppression et le combat permanent contre ce monde extrêmement problématique, ce monde qui sème le malheur et qui détruit, qui broie la vie des gens. Et alors toi, du coup, t'as grandi en Gironde, si je me souviens bien. Et t'as grandi dans l'une de ces zones, de ces aires d'accueil, comme c'est le nom officiel. Alors, ce qui s'est passé, c'est que mes parents, comme beaucoup de voyageurs, ont décidé d'arrêter de vivre de manière itinérante, à contre-cœur, parce elles auraient bien aimé continuer, enfin mes parents auraient bien aimé continuer à voyager, sauf que l'État français fait tout pour rendre impossible l'itinérance en France, notamment à travers ces aires d'accueil qui sont des lieux qui coûtent cher, parce que c'est payant, ça coûte très cher, qui sont des lieux où la vie est quasiment impossible, parce que quand on est voyageur et quand on vit de manière itinérante en France, on a des discriminations dans l'accès aux droits, il est très difficile de suivre une scolarité normale. Il y avait un truc de Valls notamment, il n'y avait pas Valls qui avait fait des trucs... Si, il a eu tenu des propos exécrables aussi, mais enfin il y a toutes ces discriminations-là qui font qu'en fait c'est quasi impossible et du coup mes parents ont décidé de se sédentariser. Ils ont acheté un terrain à Pineuil, à côté de Sainte-Foy-la-Grande,
J'aime bien le préciser à chaque fois parce que je suis un peu chauvin. Enfin, je suis très fier de venir de Sainte-Foy-la-Grande parce que Sainte-Foy-la-Grande, c'est la ville d'origine d'Élisée Reclus. Élisée Reclus, c'est un géographe, c'est un grand anarchiste, communeux, comme le qualifierait Ludivine Bantini. C'est un des pionniers de la pensée écologiste. Et moi, il s'avère que je suis porte-parole d'un mouvement écolo qui s'appelle PEPS, pour une écologie populaire et sociale. Donc j'aime bien m'affilier à la figure d'Élisée Reclus, qui a écrit l'histoire d'un ruisseau, qui a écrit l'histoire d'une montagne, qui a notamment mis en place la géographie sociale. Enfin bref, et donc j'ai grandi à Sainte-Foy-la-Grande, dans ce petit bled rural, qui est à la confluence entre le Lot-et-Garonne, la Dordogne et la Gironde, et j'aime beaucoup ces 3 départements. J'ai grandi là-bas avec mes parents, et c'est là-bas que j'ai commencé à militer avec les Gilets jaunes, le 17 novembre 2018. 15e jour de mobilisation, et le village des Gaulois, comme ils se sont eux-mêmes surnommés, résiste toujours. Parmi la centaine de manifestants réunis aujourd'hui au rond-point de Cana, beaucoup sont présents depuis le premier jour. C'est le cas de Didier au fourneau ce midi. On alimente les 3 sites où nous sommes présents. Je ne dirai pas où, mais un peu partout. Et il faut bien que les hommes qui sont sur le terrain depuis le matin aient à manger. Donc on est là pour les réconforter. Et ce matin, on a un restaurateur de Brie qui nous a amené 3 cartons de poulet que nous avons découpés. Et tout ça gracieusement. Toute la journée, les Gilets jaunes reçoivent du ravitaillement de citoyens solidaires. Et on a des packs d'eau. Si oui, il y a des bras pour nous aider. Je viens avec toi. Allez. Ah, la solidarité. Voilà. Merci beaucoup. De quoi les faire tenir encore plusieurs semaines, assure-t-il, même si le manque de sommeil commence à se faire sentir. Non mais je suis fatiguée là, j'ai dormi. J'en peux plus là. Moi je suis restée une fois dormir. On lâchera pas. Et c'était bien avant que la cabane elle monte. Hein. Donc on a dormi près des bidons. C'était pas facile, mais maintenant qu'il y a les matelas, je peux dire que c'est beaucoup plus agréable. Qu'est-ce qui vous fait tenir alors ? La motivation. Beaucoup de motivation parce que tant qu'il ne sera pas décidé à lâcher, nous ça sera pareil. Je me suis levé à 7 h du matin et j'ai été sur mon rond-point qui était à 500 mètres de chez mes parents. J'y suis allé à pied, mon grand frère m'avait accompagné. Et donc voilà, je suis allé sur ce rond-point et depuis j'ai pas cessé de m'engager, de me battre, de me mettre debout. Et je suis toujours resté la tête haute voilà, pour combattre, pour mener les différentes luttes dans lesquelles je suis engagé. Et donc voilà un peu où est-ce que j'ai grandi. Ok. Moi, il y avait une question que je me posais par rapport... parce que toi, du coup, t'es allé dans le mouvement des Gilets jaunes, t'avais genre 14 ans, il me semble. Et assez rapidement, t'es devenue une figure un peu reconnaissable ou reconnue, en tout cas, par certaines personnes, quoi. Et au début du mouvement des Gilets jaunes, il y avait un truc, tu vois, toute la gauche un peu parlementaire, mais aussi les acteurs habituels du mouvement social sont passés à côté de ce mouvement. Et on sentait qu'il y avait un peu une inimitié partagée, quoi, que ça allait dans les deux sens. Et que chez les Gilets jaunes, il y avait un peu on avait l'impression qu'il y avait ce postulat de la représentation, rentrer dans des logiques représentatives, c'est nécessairement de la trahison. Et en même temps, dans ce mouvement, il y a eu un certain nombre de figures qui ont émergé, des incarnations. Et je veux dire, il y a quand même des incarnations magnifiques, entre guillemets. Tu vois, Christophe Dettanger, enfin voilà, tu vois. Et du coup, je me demandais quel regard tu avais sur ce paradoxe-là, et notamment sur est-ce que en fait la lutte a besoin d'être incarnée à un moment donné ? Est-ce que c'est une nécessité pour la lutte de passer, de pouvoir être reconnue à travers des figures individuelles qui parlent ? Et aussi, j'imagine, enfin, je veux dire, qu'est-ce que ça fait en fait t'es là, t'es dans ta vie, et en fait du jour au lendemain, il y a un mouvement de cette ampleur qui arrive, et tu te retrouves avec des responsabilités. Enfin, tu vois, tes prises de parole sont scrutées, tout ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces dimensions-là ? Oui, bien sûr, mais c'est une question hyper pertinente. Alors déjà, je pense que, en fait, je ne sais pas si l'incarnation, elle est choisie par le mouvement. Ce que je veux dire par là, c'est que les Gilets jaunes n'ont pas décidé d'avoir des figures, effectivement, pour incarner le mouvement. Ça n'a pas été un choix. Ça a été, c'est un phénomène historique à part entière. C'est-à-dire que dans chaque mouvement social, à mon goût, moi c'est ce que je pense, dans chaque révolte, révolution, émeute, il y a des figures qui émergent, qui incarnent la lutte. Et c'est pas choisi, ça se fait, c'est un fait, et il faut l'accepter.
Et c'est un phénomène historique, un phénomène militant, un phénomène politique. Et pour moi, le terme d'incarnation, il est très juste, parce que c'est pas des chefs. C'est une différence notable. Le chef, il y a une élection pour choisir ou pas. D'ailleurs, il s'impose de manière violente et brutale. Non. Là, l'incarnation, c'est un phénomène assez spontané. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui émergent plus que d'autres. Pas parce que elles sont ou ils sont plus intelligents, pas parce que elles ou ils sont plus brillants, parce que elles donnent une image, elles laissent avoir une définition de ce qu'est ce mouvement. Et ce que je veux dire par là, c'est que les figures qui ont émergé durant le mouvement des Gilets jaunes, si on prend le cas de Christophe Détinger par exemple, elles illustrent ce que fut le mouvement des Gilets jaunes. Christophe Détinger, qui de mieux que lui, que pour incarner ce qu'est le mouvement des Gilets jaunes. Parce que pour moi, le mouvement des Gilets jaunes, c'est l'irruption dans la cité, l'irruption dans la vie politique de toutes celles et ceux qui ont été assignés à l'apolitisme. Et c'était le cas notamment des voyageurs. C'est l'irruption dans la vie politique de tous ceux et toutes celles à qui on a dit, depuis leur enfance, depuis à l'école, etc., dans la société, la politique, ce n'est pas votre affaire. Ça ne vous regarde pas, vous n'êtes pas assez compétent. Parce que la politique, c'est l'affaire des sachants, parce que la politique, c'est l'affaire des experts en tout genre. Et les Gilets jaunes, ils ont dit non à ça. Et c'est ça qui m'a beaucoup touché. Et Christophe, il incarne ça, parce que je le disais tout à l'heure, parmi ces personnes qui, en quelque sorte, sont assignées à l'apolitisme, il y a les voyageurs, il y a les populations catégorisées comme gens du voyage. Et Christophe Détinger, il est d'origine yéniche. Il appartient à ces populations catégorisées comme gens du voyage. Et ce qui est assez intéressant, c'est que durant le mouvement des Gilets jaunes, il y a eu, pour la première fois dans l'histoire de France, dans l'histoire populaire de France, un engagement massif des voyageurs, des populations d'origine romanie, dans un mouvement social. Les Gilets jaunes, c'est la première fois que les personnes dites gens du voyage s'investissent dans un mouvement social massivement. Et Christophe Détinger en est l'illustration. Et en ce sens, l'incarnation que fait Christophe du mouvement des Gilets jaunes, elle est tout à fait fidèle à ce dernier. Ouais. Mais je pourrais prendre d'autres exemples. Si on prend l'exemple de Priscilla Ludowski, cette femme qui est issue des confettis de l'Empire colonial français, des départements qualifiés d'outre-mer, qui a initié en grande partie ce mouvement des Gilets jaunes, notamment à travers sa pétition contre la taxe carbone, pseudo-mesure écolo, qui en fait désubstantifie l'écologie au profit de délires environnementalistes et au profit d'un matraquage fiscal des pauvres, alors que les plus riches qui polluent le plus sont totalement exonérés fiscalement de pression. Eh bien, Priscilla Ludowski, pourquoi elle incarne ce mouvement des Gilets jaunes? Parce qu'en tant que personne issue des confettis de l'Empire colonial français, issue des départements, des territoires dits d'outre-mer, là-bas, la réalité, elle est que la vie chère, c'est une oppression majeure. Nos camarades qui luttent d'ailleurs en ce moment, je pense au mouvement initié notamment par Rodrigo, le R, dans les Outre-mer et notamment en Martinique. Contextualiser, c'est quoi? C'est un mouvement actuellement massif aux Antilles, notamment en Martinique, contre la vie chère et contre l'impossibilité de vivre dignement parce qu'on impose une alimentation métropolitaine, etc. Respectez-nous aussi. Bob sur la tête, chemise rouge, en français. N'oubliez pas les amis, tous les dimanches, 7h, parking de Carrefour Dillon. Et en créole. C'est pour engager le secteur, chaque monde engage le secteur, quand il s'en fait là. Et nous assurer qu'on nous que tout le personnel médical peut passer. Depuis 6 semaines, Rodrigue Petitot dirige le mouvement contre la vie chère en Martinique. Et son combat, c'est de faire baisser les prix sur l'île où les produits alimentaires sont 40% plus chers que dans l'Hexagone. Il porte aussi d'autres revendications comme l'anticolonialisme et l'autonomie totale vis-à-vis de la France. Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et autres, ils sont autonomes. Ils sont autonomes. Donc encore attachés à la France. Vous avez l'impression qu'ils ressemblent à Haïti? Et pour mener ce combat, il revendique la violence comme un moyen de légitime défense. Il y a 3 étapes. La première, c'est les pillages. Et ça continue à durer. C'est la destruction. Ça continue à durer, c'est la traque de ceux qu'on pense, qu'on désigne en tant qu'ennemis. Les Gilets jaunes, ils ont servi de décoration pendant plus d'un an environ. Ils ont été écoutés. Il a fallu que les Black Blocs s'en mêlent, que ça casse, que ça brûle pour essayer de trouver une solution. C'est des méthodes d'action qui rappellent les Gilets jaunes. On est dans des logiques d'inorganisation, de violence et de méthodes de mobilisation qui sont inhabituelles, qui manifestent la déception des Martiniquais vis-à-vis
des mouvements antérieurs. Les politiques de la métropole dénoncent ces idées radicales et son passé. On a aussi un travail avec la justice pour judiciariser un certain nombre d'individus. Je pense particulièrement à un qui sort de prison, de 4 ans de prison, qui a fait du trafic, là encore, de produits illicites. Donc, on va rétablir l'ordre. Et donc en fait, pour reprendre Priscilla, en tant que femme issue de ces territoires-là, elle incarne très bien ce qu'a été le mouvement des Gilets jaunes, à savoir un mouvement pour la dignité, un mouvement contre le matraquage fiscal, un mouvement contre si tu veux, cette impossibilité de vivre dignement. Et alors du coup, tu reprends le mot de l'incarnation, tu aimes bien le mot de l'incarnation. Si on travaille un peu ce mot, c'est quoi en fait qui se passe? C'est quelqu'un qui à un moment donné... par ses actes, par ses gestes, exprime un affect dans lequel tous les gens qui sont ici se reconnaissent. Et c'est un truc un peu, une identification affective comme ça entre, tu vois, l'acte héroïque de Détinger. Et en fait, moi je pense que si jamais tu regardes la vidéo de Détinger et t'as pas envie d'être à sa place ou d'être à ses côtés, c'est que t'es pas dans notre camp politique, tu vois. Il y a un truc où tu le vois un peu comme ça? Moi, je le vois complètement comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, pour reprendre l'exemple de Priscilla ou encore celui de Christophe, c'est des gens qui, à travers leurs gestes, ont rassemblé. Les gens se sont identifiés. Christophe, effectivement, sur la passerelle Léopold Senghor, pas très loin d'ici. D'ailleurs, je crois que peut-être qu'à la rigueur, on pourra y passer. Ouais. Eh bien, c'est un peu plus vers là-bas. Ou par là-bas. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait, Christophe? Il, avec ses poings, il défend une femme qui est en train de se faire tabasser par des gendarmes mobiles. Gendarmes mobiles suréquipés, etc. Enfin, pour recontextualiser, c'était le 6e acte, je crois, des Gilets jaunes au mois de janvier. Et là, il a vu depuis le 17 novembre, depuis le 24 novembre du moins, à Paris, des gens se faire tabasser, des papilles, des mamies, etc. Et lui, en tant qu'être humain, en tant qu'être sensible, il ne pouvait pas supporter ça. Et il s'est servi de ses poings pour défendre les siens. Et effectivement, ça, c'est un geste identificateur. Et les gens se sont identifiés à ça. Et à travers ce geste, il incarne un combat. Et il incarne le combat des Gilets jaunes. Priscilla, à travers la pétition qu'elle a lancée, elle a su rassembler des gens, plus d'1 million de signataires. Des personnes qui se sont dit, effectivement, nous, on en a marre d'être pris pour des vaches à lait. On en a marre, sous prétexte de sauver le monde et de sauver la planète, parce qu'en plus, c'est un faux prétexte. Eh bien, on nous matraque fiscalement, on nous empêche de vivre, on travaille. Et arrivé le 10 du mois, on est à découvert. On n'arrive pas à faire plaisir à nos enfants, on n'arrive même pas à les nourrir suffisamment et à apporter la satiété à toute la famille durant tout le mois durant. On est obligé d'aller à la banque alimentaire. Et donc les gens se sont identifiés à travers son initiative à Priscilla Ludowski. Donc voilà, cette incarnation là. C'est un geste qui est à la portée de tout le monde. Il y a aussi ce truc-là où... Tout à fait. Et c'est aussi le cas, je pourrais citer l'exemple de mon ami Jérôme Rodriguez, qui effectivement est issu de populations qui elles aussi ont été assignées à l'apolitisme. Et lui, il a vécu dans sa chair les sévices de la répression du mouvement des Gilets jaunes. On a eu, à l'époque du mouvement des Gilets jaunes, le pouvoir qui a été terrorisé. Ils ont eu peur, la bourgeoisie a été terrorisée, et donc elle a cherché à terroriser les personnes mobilisées, les Gilets jaunes. Et comment elle l'a fait? Elle l'a fait en utilisant des armes qui sont semi-létales parfois. Elle l'a fait notamment en utilisant des LBD 40 et en crevant des yeux, en arrachant des mains. Et Jérôme, il s'est fait crever un œil au mois de janvier sur la place de la Bastille.
Et donc là aussi, les gens se sont identifiés à travers son engagement, à travers ce qui lui est arrivé en tant que figure du mouvement des Gilets jaunes. Et il illustre ce qu'a été les Gilets jaunes. Mais c'est vrai qu'alors sur les Gilets jaunes, il y a beaucoup de choses à dire. Tu parlais tout à l'heure, et c'est intéressant, j'aimerais qu'on s'attarde là-dessus, que la classe politique, les politiciens ont tous eu, à gauche notamment, une forme de réticence à s'engager dans ce mouvement des Gilets jaunes. On le taxait de confus. J'ai toujours eu du mal avec cette expression que je trouve pleine de mépris. On le taxait de mouvement confus, de mouvement voire limite de compromis avec l'extrême droite, etc. Mais moi j'ai envie de répondre à tous ces gens-là, mais je vous emmerde. Ouais. Le mouvement des Gilets jaunes, c'était le plus grand sursaut populaire depuis ces dernières décennies. C'était un mouvement plein de dignité. C'était une irruption des classes populaires dans la vie politique, un mouvement plein de justesse, de justice, un mouvement plein de dignité, un mouvement digne, beau. Et si t'es pas aux côtés des mouvements des Gilets jaunes, si aujourd'hui, en 2025, tu ne te considères pas, tu ne veux pas t'inscrire dans l'héritage du mouvement des Gilets jaunes, eh bien, tu n'as rien à faire dans ma famille politique. Et moi, si tu veux, le mouvement des Gilets jaunes, c'est ma boussole politique. Et tu vois, il m'arrive de militer, notamment avec des gens aujourd'hui qui sont issus des partis de gauche. Et parfois, c'est vrai que je ne me retrouve pas du tout à travers eux. Et là, en ce moment, en étant à l'Assemblée nationale, même auprès des plus radicaux à l'Assemblée nationale, je me dis, ma famille politique, c'est les Gilets jaunes. C'est pas un parti ou un autre. Et ça, je me le rappelle, et c'est eux qui me le rappellent d'ailleurs à travers leurs actes, à travers leur mépris et à travers leurs petits calculs politiciens. Parce qu'eux, ils sont obsédés par les logiques d'opinion. Mais nous, l'opinion, qu'est-ce qu'on en avait à foutre pendant le mouvement des Gilets jaunes? Ce qui comptait pour nous, c'est d'arracher avec les dents la possibilité de vivre bien, de vivre heureux, de connaître le bonheur, de voir nos enfants sourire, de voir nos anciens tranquilles, ne pas être tourmentés à la fin de leur vie pour savoir comment ils vont réussir à s'acheter un paquet de pâtes. Et face à ce sursaut, à ce génie populaire qu'il y a eu durant le mouvement des Gilets jaunes, parce que pour moi c'était vraiment c'était incroyable, les ronds-points des Gilets jaunes occupés partout en France, c'était beaucoup plus digne en termes d'expression politique que le triste cirque et cinéma qu'on a à l'Assemblée nationale. Pour moi, la politique, elle se passait sur les ronds-points des Gilets jaunes et non dans l'hémicycle du Palais Bourbon. C'est là où se passait la politique. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que les ronds-points étaient des véritables lieux d'agora politique. Et il y a des chercheurs, il y en a un dont j'ai oublié le nom, vous me pardonnerez, qui disait on peut voir tous les ronds-points occupés par les Gilets jaunes comme des micro-communes. La commune en tant que forme politique issue de la Commune de Paris, communaliste, en ce sens que les ronds-points étaient des petites communes, des espaces d'autonomie dans lesquels les gens, et moi le premier, se sont émancipés politiquement. Des gens à qui on a dit la politique ça vous regarde pas, ben on s'est mis à lire la Constitution pour mieux en critiquer les travers, à ouvrir des bouquins. Moi en tant que voyageur, j'avais jamais ouvert plus d'un livre jusqu'à l'âge de 14 ans parce qu'on nous dit c'est pas fait pour vous les bouquins, c'est pas fait pour vous la politique. Et donc je me suis mis à lire. Grâce aux Gilets jaunes, je me suis mis à ouvrir des bouquins politiques. Et on se mettait à parler de tous les sujets. Ça a été un mouvement d'émancipation. Il y a des centaines de milliers, voire peut-être 2-3 millions de personnes qui se sont émancipées politiquement grâce au mouvement des Gilets jaunes. Et ça a fait peur au pouvoir. Ça fait peur au pouvoir et c'est pour ça que j'ai emmené un truc qui illustre cette peur du pouvoir. Et c'est ce truc. Alors ce truc, c'est un projectile de LBD 40. Le LBD 40, qu'on peut appeler parfois le flashball, c'est cette arme qui est utilisée pour faire la guerre au peuple et pour reconduire le peuple au silence. Un homme, bras tendus, fait face à une trentaine de policiers, tous armés de flashballs. Macron ne fait pas peur, c'est pas vous qui allez me faire peur. Une première balle de flashball l'atteint en plein ventre. Puis une deuxième, dans la jambe, quelques secondes plus tard, alors qu'il est de dos. Les forces de l'ordre n'hésitent plus à tirer au flashball sur les gilets jaunes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, les gens qui nous dirigent aujourd'hui, Macron, c'est comment dirais-je, c'est juste un supplétif en fait de l'ordre dominant, hein. Mais c'est juste un larbin en fait de la finance qui nous dirige et qui nous opprime. Macron, comme il est en incapacité de convaincre, comme il est en incapacité de faire de la politique par le biais de la conviction, eh bien la seule chose qui lui reste, c'est la répression, c'est faire couler le sang et semer la terreur, et c'est reconduire les gens au silence par la brutalité et par la violence. Et ça s'est fait notamment à travers ce bout de caoutchouc. Alors comme ça, peut-être que c'est pas impressionnant, mais c'est projeté à une vitesse juste phénoménale. Ça crève des yeux. Il y a notre ami David, il y a notre ami Vanessa, il y a notre ami Jérôme. Il y en a tout un tas, Manu, qui ont été
éborgnés, alors soit par des LBD, soit par des projectiles de GLIF-4 ou de grenades lacrymogènes, et qui ont perdu un œil. Et toute leur vie, ils porteront sur leur visage la terreur. Et ça, c'est volontaire. Et ça, le pouvoir l'a fait à dessein. Il l'a fait pour que les gens, pour que nous tous, quand on passe dans la rue, on voit ces visages mutilés, ces gueules cassées, et on se dise « Ah ben merde, si je vais dans la rue, je risque de me faire éborgner, et donc je vais rester chez moi parce que finalement, j'ai plus à perdre qu'à gagner. » Mais moi, le message que j'ai envie de dire aux gens, c'est non, nous avons beaucoup plus à gagner qu'à perdre. J'aime beaucoup avoir parlé de ce truc d'incarnation avec toi parce que je trouve que à travers les figures que tu ramènes, ça sape un petit peu une lecture du mouvement des Gilets jaunes qui était sur les plateaux télé, qui était de dire c'était le petit peuple blanc qui est venu, et il y a toujours des lectures horribles qui sont en mode ah oui mais les gens des cités sont pas venus machin. Enfin tu vois, il y a cette lecture là qui en fait fait du mouvement des Gilets jaunes un mouvement de petits blancs, et en fait à travers les exemples que tu montres d'incarnation, tu montres que non en fait, et que Christophe Détinger non plus était pas blanc, et que enfin tu vois il y a cette dimension là que je trouve intéressante. De toute façon, je me permets de t'interrompre, mais pour être honnête, en vrai, pour moi les petits blancs dans ce pays, c'est la bourgeoisie, et encore même pas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'honnêtement, je tendance à toujours remettre de plus en plus en question alors j'aime bien, moi ça me fait marrer, un concept de petit blanc. D'ailleurs, il y a des amis qui ont sorti une revue là-dessus, 3e numéro de la revue Nous, je crois, qui s'appelle comme ça. Mais honnêtement, ce que je veux dire par là, c'est que la France, c'est un pays qui est tellement diversifié, et c'est même pas par choix qu'il y a une diversité culturelle, etc. en France. Ça a été subi. C'est dû, la France, en tant que puissance coloniale, a colonisé tout un tas de territoires, et donc elle se retrouve sur son sol avec des territoires issus des populations issues des 4 coins du monde. Et le 6 mai 1931, le président de la République Gaston Doumergue, accompagné du maréchal Lyotet, inaugure la plus belle et la plus grande exposition coloniale jamais imaginée. En 1931, lorsque se termine l'exposition coloniale du bois de Vincennes, ce sont des millions de visiteurs qui ont fait au cœur de Paris un voyage exotique dans les colonies françaises. Un voyage d'autant plus réaliste que 300 000 indigènes, comme on appelle alors les sujets de l'Empire, sont venus spécialement en métropole pour animer ce qui se voulait une grande fête de la fraternité entre tous les peuples de la France coloniale. Mais malgré le succès de l'exposition, il reste une ombre à ce tableau idyllique. Car ces 300 000 sujets représentent 68 millions d'habitants qui, dans les colonies, ne jouissent pas de la citoyenneté politique, ni de toutes leurs libertés fondamentales, qui sont soumis à une justice spécifique et qui, de fait, sont maintenus en marge de la société française. Cette fracture béante, la France de 1931 veut encore croire qu'elle pourra progressivement la réduire grâce à sa promesse sans cesse renouvelée d'assimilation des indigènes, c'est-à-dire leur accession à la citoyenneté française au même titre que les Français de métropole. Et donc en ce sens-là, moi, quand je regarde autour de moi, même quand on regarde ici, bon ici il y a beaucoup de touristes, mais je vois pas qui correspond à la figure sociologique du petit blanc, parce qu'on est tous descendants plus ou moins d'immigrés. Enfin, c'est ce que je veux dire par là. Alors bien sûr, il y a des privilèges dus à l'ordre de la domination blanche qu'il ne faut pas nier, mais pendant les Gilets jaunes, c'est vrai que ce qu'on a vu, c'est vraiment la France populaire dans sa diversité. C'est-à-dire les habitants des territoires ruraux, méprisés, relégués. On a vu les quartiers populaires mobilisés. Je pense notamment à mon ami Fawzi Lelouch, qui est un militant associatif de Sevran, qui mène un combat de dingue à Sevran depuis plusieurs années, qui était là et qui illustre l'engagement des quartiers populaires. On a eu vraiment toutes les strates de la population dans sa diversité qui étaient représentées, à part la grande bourgeoisie. On a eu tous ces petits auto-entrepreneurs qui se crèvent notamment au boulot, ces ouvriers, ces personnes privées d'emploi, etc. Et donc non, c'était un mouvement ultra diversifié, et c'est pour ça que très vite, il y a l'expression populiste qui est devenue de plus en plus récurrente à partir du mouvement des Gilets jaunes notamment. Et j'ai trouvé ça intéressant parce qu'aujourd'hui, ils font du terme populiste une insulte.
dans les médias, la classe dirigeante utilise le terme populiste comme si c'était une insulte, mais j'ai envie de leur dire que pour moi c'est un compliment. Parce que défendre les aspirations du peuple, c'est la définition que je donne au terme populiste, et bien pour moi, il n'y a rien de plus intéressant. Et donc, juste pour terminer, je suis désolé parce que je sais que je déborde un peu dans tous les sens, mais en fait, pour moi, le mouvement des Gilets jaunes, il a mis un coup aussi à l'ordre racial. Parce qu'effectivement, il y a toujours eu cette opposition en France entre la blanchité, ce qu'on peut appeler, pour aller dans ton sens cette fois-ci, les petits blancs et les personnes racisées, auxquelles j'appartiens. Il y a eu cette opposition qui a été alimentée à dessein par les dirigeants. C'est-à-dire plutôt que voir les petits blancs taper sur les bourgeois qui leur prennent tout, c'est mieux de leur faire croire que leurs ennemis, c'est des ennemis de l'intérieur, c'est les personnes issues de l'immigration ou c'est les personnes racisées. Et donc en fait, les Gilets jaunes a porté un coup à cette opposition raciale parce que c'est notamment une des premières fois qu'il y a eu des jonctions, des convergences de lutte entre les habitants des territoires ruraux et les habitants des zones périurbaines et des quartiers populaires. Et je veux donner un exemple, notamment à travers la question des violences policières. Souvent, les gens issus de la France des territoires ruraux, les petits blancs, enfin on peut les appeler comme ça, de manière non péjorative, ils se disaient, finalement, les Noirs et les Arabes ou les Gitans, quand ils se font tuer par la police, c'est normal. Parce qu'ils l'ont cherché, parce qu'ils sont violents, parce qu'ils malmènent les policiers. Et ça, c'était un truc récurrent, mais quelque part, tu peux pas en vouloir aux gens, parce que les gens, c'est pas la réalité, ils sont pas confrontés à cette réalité-là. On leur a jamais montré, ils écoutent uniquement CNews, BFM, la télévision, et donc on leur dit que les Noirs, les Arabes et les Gitans, ils l'ont provoqué, qu'ils se font tuer. Donc quelque part, ils se disent c'est normal. Mais avec le mouvement des Gilets jaunes, en subissant la violence policière, en voyant les crimes policiers, notamment celui de Zineb Redouane, etc. Cette femme âgée de 80 ans qui est morte des suites d'un palier lacrymogène qui arrivait dans son appartement, asphyxiée à Marseille le 1er décembre 2018, eh bien, les Gilets jaunes ont gagné en maturité politique. Et ils se sont dit, en fait, oui, les gens dans les quartiers populaires, ce qu'ils vivent, c'est pas normal. Ce sont des crimes policiers racistes. Et donc, il y a eu des convergences extrêmement intéressantes. Il y a eu des marches communes. Et donc, oui, ça a été en fait une maturation politique, le mouvement des Gilets jaunes. Moi, en tant que petite Toto blanche qui a fait une licence de sciences sociales et qui a voulu travailler sur la mémoire de la journée de l'Arc de Triomphe, c'était ça mon sujet à la base. Et j'avais rejoint une manif du coup de Gilets jaunes, on devait être en 2019 ou quelque chose comme ça. Et ça passait par Gare du Nord. Et à côté de Gare du Nord a été tué un homme qui s'appelle Amadou Koumé. Et les Gilets jaunes à ce moment-là venaient en convergence avec du coup la famille d'Amadou Koumé qui se réunissait ce jour-là. Et pour moi qui venais voir les Gilets jaunes, en fait ça a été, j'ai même changé mon sujet en fait. Suite à ça, parce que ça me paraissait évident que sur un sujet dont l'enjeu c'était la mémoire des victimes des victimes de violences policières, c'était plus intéressant. Mais pour dire, même moi, je le ressens vraiment dans l'expérience que j'ai eue, le fait que le mouvement des Gilets jaunes, ça a été un point de passage entre différentes choses, un point de rencontre. Et je pensais à un truc parce que tout à l'heure, tu disais ce truc de... Ça a été un moment où des gens qui étaient assignés à de la politisme sont rentrés dans le monde politique. Il me semble que c'était la définition de Lénine de ce qu'était la révolution. Je ne sais pas si tu l'avais en tête ou pas. Oui. Ah oui, c'est bon, maintenant on va pouvoir me taxer de léniniste. Non, t'inquiète. Mais genre, en gros, ma question c'était ça, parce que en gros, ça a été vécu comme un moment révolutionnaire et comme une tentative révolutionnaire par les gens qui prenaient leur place et qui s'impliquaient dans le mouvement. Et ça, c'est très net. Et en même temps, quand on regarde ce mouvement, ce qu'il a été objectivement avec le recul qu'on a aujourd'hui, on voit que Macron est toujours en place, on voit que Bernard Arnault est toujours en place et on voit que ça n'a pas fait la révolution. Mais que par contre, objectivement, ça a été un moment insurrectionnel. Et on a beaucoup analysé le mouvement des Gilets jaunes en le ramenant à des figures très anciennes, qui pouvaient être soit les figures des révolutions populaires du 19e siècle, soit la révolution de 1789. Et je me posais la question parce qu'en même temps, quand on regarde ce que ça a été, on se dit que ça a dû se constituer aussi sur la base d'expériences pratiques. Et quand on regarde dans une temporalité beaucoup moins lointaine le climat social et le mouvement social
en France, en gros, pendant le mandat de Hollande, il y a quand même eu ce moment en 2016 qui a fait rupture où il y a eu une mouvance autonome, altermondialiste qui a commencé à prendre la tête de cortège de manière récurrente et à assumer une conflictualité frontale avec les banques, avec les trucs comme ça et tout ça. Et je me demandais, genre, toi, de ton point de vue, est-ce que tu penses qu'il y a pu avoir une influence objective? C'est-à-dire que cette mouvance autonome-là, elle a mis cette hypothèse insurrectionnelle dans l'air et que ça a pu jouer dans le fait que les Gilets jaunes s'approprient ces moyens d'action insurrectionnelle. Ces questions sont formidables et hyper denses, mais il y a plusieurs choses. Moi, c'est un truc aussi que j'écris dans mon bouquin « Arrachons une vie meilleure ». À la fin, me semble-t-il, c'est que je pense honnêtement, il ne faut pas oublier quelque chose. On a tendance à dire, oui, la révolution, c'est le 14 juillet 1789, on a à réduire à des micro-phénomènes. En réalité, une révolution, c'est toujours un phénomène sur le temps long. Et ça, c'est extrêmement important de l'avoir à l'esprit. La Révolution française, par exemple, c'est un phénomène qui va au bas mot de 1750 jusqu'à la petite ère napoléonienne, tout début du 19e, avec 1804. Donc c'est ça, en fait, c'est vraiment quelque chose qui dure plusieurs décennies. Et je pense qu'on est à nouveau, en ce moment, dans une période révolutionnaire. Et cette période révolutionnaire, certains disent qu'elle a débuté en 2018 avec les Gilets jaunes, d'autres disent en 2016 avec Nuit debout, les mouvements contre la loi travail, etc. Moi, je pense qu'honnêtement, on peut même la faire partir plus tôt. Je pense que cette période révolutionnaire, elle a commencé en 2005. 2005, pourquoi? Parce que 2005, il y a deux événements dont on fait peu le lien entre les deux parfois, mais moi, je fais le lien entre les deux. D'un côté, le traité constitutionnel, où les Français votent contre. Les Français s'opposent au traité constitutionnel européen et disent on ne veut pas de cette merde néolibérale qui va détruire nos vies encore plus et qui va faire s'enraciner et s'ancrer le règne néolibéral en France. Et malgré ça, il y a le passage en force a posteriori. Donc pour moi, ça c'est un moment très important en 2005. Et l'autre moment très important, c'est les policiers qui causent la mort de Ziad et Bouna. Qui causent leur mort en 2005. Le 27 octobre 2005, Ziad Benna et Bouna Traoré meurent électrocutés dans ce transformateur EDF de Clichy-sous-Bois. Les deux garçons ont passé l'après-midi à jouer au foot avec leurs copains. La partie terminée, ils traversent un terrain vague pour rentrer chez eux. Un voisin les aperçoit, les soupçonne d'avoir commis un vol et appelle la police. Ce vol n'a jamais été avéré. Les policiers arrivent sur place, s'ensuit une course-poursuite. 3 jeunes se réfugient dans le transformateur EDF malgré les avertissements sur le grillage et la porte. 2 y trouvent la mort, le 3e est grièvement blessé. La nuit suivante, les banlieues s'enflamment. Près de 10 ans après les faits et de multiples rebondissements judiciaires, un procès a enfin eu lieu en mars dernier, à Rennes. Pour la première fois depuis le drame, les familles des victimes ont pu confronter leur version à celle des policiers. Une phrase, enregistrée le jour de l'accident sur la radio de la police, était au cœur du dossier. S'ils rentrent sur le site EDF, je ne donne pas cher de leur peau. Le gardien de la paix qui l'a prononcé et la standardiste qui l'a entendu sont accusés de non-assistance à personne en danger. Faites gaffe en face, les gars. On a droite pour éviter de tomber, on va rentrer par le haut derrière. Allez, tout à droite et on se regroupe, on remet les boucliers en formation. Allez, en formation là, le deuxième groupe. Le deuxième groupe. J'avais l'espoir que la justice puisse les condamner. Nous, famille de victimes, puisque mon frère aussi a été victime d'autres familles de victimes. On fait partie d'un collectif qui s'appelle Urgence, notre police assassine. On dénonce cette impunité policière qui existe depuis plus de 30 ans en France. 10 ans d'impunité, c'est l'exemple même, encore une fois, qu'en France, ces policiers se sentent au-dessus des lois, puisque la justice systématiquement les relaxe et les acquitte. Donc stop à l'impunité policière. Et donc,
pour moi, ces deux événements, c'est un peu les événements qui mettent l'huile sur le feu, c'est la petite étincelle qui met le feu aux poudres et qui, à mon goût, fait démarrer le processus révolutionnaire dans lequel nous sommes. Et alors, effectivement, dans un processus révolutionnaire, il y a des moments insurrectionnels. Et ces moments insurrectionnels, semi-insurrectionnels, ces émeutes, il y en a eu plusieurs exemples. Il y a eu effectivement le mouvement, la déclinaison en France du mouvement intermondialiste avec les premiers cortèges autonomes, les premiers Black Blocs en 2016, etc. Et c'était assez impressionnant. Tous ces jeunes, alors qu'ils étaient quand même majoritairement des petits bourgeois parisiens blancs qui sont allés en tête de cortège et qui étaient parfois en quête de sensation, mais qui avaient aussi une certaine substance politique et qui se sont mis à faire des Black Blocs et à prendre... Non, mais je reproche pas, j'essaie juste de contextualiser. Et donc il y a eu ce phénomène-là qui a été assez saisissant. Et à l'époque, il y avait quand même dans l'opinion un rejet majeur de cette tactique-là, avec une condamnation assez unanime des banques et des McDo qui étaient pris pour cible, et y compris dans les territoires ruraux, quand les gens voyaient ça sur BFM, etc., quand les futurs gilets jaunes regardaient ça, ils se disaient « oh, mais c'est exécrable, pourquoi ils cassent ça ?» etc. Et après, c'est intéressant parce qu'en 2018, effectivement, les gilets jaunes qui s'en prennent plein la gueule, ils se disent à la fin, le seul moyen de se faire entendre, c'est de prendre pour cible les symboles du capitalisme qui illustrent le crachat à la figure de la classe dominante qui préférera toujours l'argent à la vie des gens. Et donc là, ces gens qui ne comprenaient pas les actions du Black Bloc en 2016 se sont dit à partir de 2018-2019, oui, c'est le seul moyen de se faire entendre. Et puis, c'est joyeux et ça donne de la force, ça donne du tonique que de détruire les symboles du capitalisme. Et donc, c'est assez marrant. C'est des choses que tu as entendues où les gens ils faisaient référence explicitement. Mais clairement. Et puis même, pour donner d'autres exemples, ce qui était très drôle, c'est qu'au présidentiel de 2017, on a des gens, beaucoup de gens issus du mouvement des Gilets jaunes, qui votent pour... alors, je reprends, pardon, parce qu'en 2017, on a beaucoup de gens issus du mouvement, qui ensuite vont participer au mouvement des Gilets jaunes, qui votent pour Marine Le Pen à la présidentielle, en disant c'est la candidate anti-système, on va voter pour elle, parce que Macron, à juste titre, on ne lui fait pas confiance, il a été ministre d'Hollande, et Hollande, c'était une pourriture. Et ces gens qui votent Marine Le Pen en 2017, allez, quelques mois après, durant le mouvement des Gilets jaunes, ils se mettent à crier Siamo tutti antifascisti dans les rues du pays. Et c'est ça qui est fabuleux et qui est assez dingue, c'est cette capacité de maturité politique en quelques semaines, en quelques mois, au début du mouvement des Gilets jaunes. De se dire, finalement, je vais cesser de regarder en bas de la pyramide sociale. C'est-à-dire, moi, je suis à la base de la pyramide sociale en tant que Français. Je vais cesser de regarder en bas les personnes racisées, les personnes immigrées, et dire que c'est eux les responsables de mes problèmes. Mais je vais regarder en haut de la pyramide et je vais m'apercevoir que le problème, il est en haut de la pyramide. C'est un peu ce que disait Coluche. Moi, j'aime beaucoup Coluche. Et Coluche, il disait que c'était important qu'un jour, alors je paraphrase, que tous les gens qui sont en bas de la pyramide se mettent à remuer toute la merde qui est en bas de la pyramide pour la faire monter au nez des gens qui sont tout en haut de cette dernière. Et donc, il y a eu cette compréhension-là à l'époque du mouvement des Gilets jaunes et c'est juste fabuleux. Et c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup d'espoir. Alors, c'est pas un espoir bêta, c'est un espoir plein de lucidité. C'est-à-dire que je crois en l'humanité, je crois en l'intelligence populaire, je crois même en ce que j'appelle le génie populaire. Moi, je suis convaincu qu'on a cette capacité à s'émanciper dans les luttes. Et les luttes, c'est ce qu'elles nous apportent. Elles nous apportent cette émancipation et c'est assez fabuleux. Et d'ailleurs, ça date pas d'hier, c'est pas les Gilets jaunes, ça a toujours été le cas. Les mouvements sociaux ont toujours été des moments de politisation et les mouvements révolutionnaires, des vecteurs. D'ailleurs, le terme mouvement, il est très intéressant. Enfin, plus globalement, moi, il y a un terme que j'aime beaucoup. D'ailleurs, dans mon bouquin, il y a un truc que je dis, c'est qu'il faut faire cap sur l'émeute. Et moi, je réhabilite beaucoup le terme émeute. Certains disent oui, c'est un terme dépolitisant, il faut plutôt favoriser le terme révolte. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Le terme émeute, c'est un terme qui est apparu au Moyen-Âge et qui sémantiquement est très intéressant parce que l'émeute, ça veut dire deux choses. L'émeute, c'est se mettre en mouvement, c'est le fait de se mouvoir, et c'est aussi le fait de s'émouvoir. C'est l'émotion. Et donc je pense qu'il faut se mettre en mouvement et s'émouvoir face au triste ordre du monde. Et en ce sens, il faut une émeute générale et des émeutes partout. Amen. Je pensais à un truc parce que tu dis, les gens, ils ont dit Siamo tutti antifascisti et tout. Et moi, je me souviens, c'était un peu un des trucs que je répondais quand on disait que... en gros, il n'y avait pas eu le mouvement antiraciste, je veux dire l'avant-garde du mouvement antiraciste n'était pas venu dans le mouvement des Gilets jaunes, ce qui, genre, en gros, sur Paris, il y a eu
des moments de violence, des vrais moments de violence où il y avait une lutte d'avant-garde qui s'est manifestée par des groupes de 200 personnes qui courent après des groupes de 200 personnes. Et je me demandais comment cette lutte d'avant-garde, elle a pu, genre, quelle forme elle a prise, non pas à Paris, mais là où tu étais toi. Oui, moi je trouve que ce qui est un peu malheureux pour le moment, c'est que la plupart des recherches qui ont été faites sur les gilets jaunes, pas toutes, hein, il y a beaucoup de sujets de recherche qui ont été faits en province, etc. Mais il y a beaucoup de sujets quand même qui ont été faits à Paris parce que les universités se concentrent à Paris. Et du coup, je trouve que parfois, ça génère quelque chose d'un peu biaisé. Du moins, il ne faut pas faire que ça parce que, effectivement, les gilets jaunes, c'est loin de se limiter à Paris. Et les gilets jaunes à Paris, c'est pas du tout la même chose des gilets jaunes dans le reste de la France. Et ça, il faut en être conscient. Et c'est vrai que moi, ces pseudo-guéguerres d'avant-garde à Paris, à Lyon, etc., elles ont peut-être leur importance. Et moi, je sais de quel côté de la barricade je me serais positionné, évidemment. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais en réalité, dans les territoires, dans les territoires du pays, dans les différentes régions du pays, il n'y avait pas ces groupuscules-là, ils ne sont pas présents. Qu'ils soient les groupuscules antifascistes ou les groupuscules fascistes n'étaient pas là. Enfin, moi, sur mon rond-point en Gironde, par exemple à Pineuil, il y avait des gens de tous bords, de tout horizon, mais qui n'étaient pas. Il n'y a pas de politisation dans ces territoires-là. Alors, je caricature, mais il y a tous ces trucs, ces petites mouvances radicales de droite ou de gauche ou d'extrême droite ou d'extrême gauche, elles ne sont pas présentes comme dans les centres urbains. Et donc, sur le rond-point, qu'on ait voté RN ou qu'on ait voté LFI, on avait notre sandwich le midi et on s'est aperçu qu'en fait, on partageait strictement les mêmes réalités et strictement les mêmes ambitions. Et donc, on a mis de côté ces petites querelles partisanes et intestines. Il y a certains qui te diraient que ce n'est pas des petites querelles. Mais moi, je dis que si. Je dis que si parce que moi, mes ennemis et ceux que je combats, c'est les dirigeants des mouvements politiques. C'est ceux qui théorisent des pensées politiques qui sont contraires aux miennes et ceux qui les mettent en pratique en tant que militants actifs. Les électeurs qui votent pour tel ou tel mouvement, ils ont certes une responsabilité, mais ce ne sont pas mes ennemis. Je ne sais pas si tu vois la nuance que je veux apporter. Ouais, ça peut pas être une avant-garde active qu'il faut combattre par tous les moyens nécessaires. Pour moi, les gens, ce qui est assez fabuleux durant les premiers mois du mouvement des Gilets jaunes, ils ont mis de côté les querelles partisanes, ils se sont rassemblés autour de ce qui leur ressemble, ce qui les unit. Ils se sont dit, nous, on veut vivre dignement, on veut un monde meilleur, on veut l'avenir de nos enfants, on veut la tranquillité pour nos anciens. Ça a été le cœur du mouvement, ça a super bien fonctionné. Et un des trucs qui, pour moi, a participé à éteindre ce mouvement, le mouvement des Gilets jaunes, eh bien, c'est les retours des querelles partisanes avec les élections européennes à partir de mars, avril, mai 2019. Alors ça, peu de gens le disent, mais moi, je suis convaincu que ça a une incidence. Et moi, je trouve que les partis politiques, sur leur forme telle qu'elle existe aujourd'hui, ultra-partisane, de querelles partisanes. Il y avait eu notamment des listes gilets jaunes qui s'étaient montées c'est ça, en fait, ça a vraiment foutu la pagaille. Et donc, ça a été tout à fait problématique. Et d'ailleurs, un bouquin que je recommande beaucoup, c'est le bouquin de Simone Veil, Un manifeste pour la dissolution généralisée des partis politiques, qui est assez éclairant sur la dimension nocive que peuvent avoir les partis politiques dans la vie politique, justement. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin, tu as des guerres de chapelle, tu cherches à faire grossir ton parti d'avant-garde ou ton parti parlementaire dans les beaux palais parisiens, mais tu ne t'intéresses pas réellement au travail d'organisation. Aujourd'hui, les partis politiques, alors que ce soit les partis parlementaires, ils s'occupent que des élections. Donc en gros, c'est totalement dépolitisant. C'est-à-dire que les gens ne se mobilisent que pendant les élections et ça ne crée pas de pouvoir. Ça ne crée pas d'organisation collective, ou soit c'est des partis marxistes dans leur diversité d'avant-garde qui veulent grossir toujours plus, et là aussi c'est assez limitant. Et donc moi je pense, pour en revenir à ta question, que s'il y a une des leçons qu'il faut tirer des Gilets jaunes, c'est qu'il nous faut des formes d'organisation politique nouvelles. Il faut faire des laboratoires d'expérimentation politique pour s'organiser différemment. Et donc voilà, bon, j'ai perdu un peu le fil, mais sur la question de oui, tu me disais, est-ce que c'est anecdotique ou pas, les querelles, en fait, moi je crois en l'intelligence des gens. Et je pense que les gens, en se faisant taper par les flics, en se faisant taper dessus par les flics, en lisant des bouquins sur les ronds-points, etc., ils se sont aperçus, en ayant des conversations politiques, que leurs ennemis, c'est les ultra-riches, et c'est pas les personnes racisées. Mais après, voilà, je suis pas là pour dire les batailles qu'il y a eu entre les FAF et les antifas sont pas importantes. Elles ont leur importance, mais il faut pas réduire.
Enfin, faut pas surestimer le rôle de ces trucs-là. Moi, j'ai tendance à vraiment à un truc, parce que je viens pas de Paris, je viens pas des milieux politiques et politiciens. Pour toi, en gros, pour résumer, c'est pas parce que y a eu une lutte d'avant-garde qui a été remportée par l'extrême gauche sur Paris que le mouvement s'est politisé clairement sur des trucs d'extrême gauche. On va dire que c'est pas que pour ça en tout cas. Et contrairement à ce que certains veulent dire. Et moi, c'est vrai que j'ai une lecture qui peut être un peu différente de certains camarades qui sont ancrés très à gauche comme moi, parce que je ne viens pas des cercles militants. Et s'il y a un truc qui me dérange dans les cercles militants et où j'ai du mal, et où mes racines ressortent, c'est l'entre-soi. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui me dérange parce que tu ne peux pas changer la société dans son ensemble et dans sa diversité si tu t'enfermes dans un entre-soi de la pensée, un entre-soi sociologique ou autre, ou culturel, etc. etc. Et donc c'est pour ça que je discute avec les gens. J'ai en 2018, par exemple, avant d'arriver à Paris, j'ai fait un tour de France de 5500 km à pied en stop qui s'appelait Sur le chemin de celles et ceux qui luttent, où j'ai rencontré plein de gens en faisant du stop ou rencontrer des initiatives politiques, collectives, individuelles. Et je me suis aperçu que les choses, en fait, et le monde, il est hyper complexe. Et qu'il ne faut pas chercher à dire il y a un épiphénomène qui peut expliquer tel ou tel truc. On ne peut pas expliquer le mouvement des Gilets jaunes juste à l'aune de ce qui s'est passé à Lyon ou à Paris. Et c'est ce que je voulais dire par là, en gros. C'est pas l'idée de dire les batailles avant-gardistes dans telle et telle ville n'ont pas d'importance. C'est juste de dire que c'était pas que ça. Et ce serait limitant de voir le mouvement qu'à travers ça. Ouais, carrément. Tu nous as parlé de ton mouvement des Gilets jaunes. Mais j'avais une question, alors peut-être elle n'est pas carrée ma question, mais en gros, ça a été un moment extrêmement intense, vraiment très intense pour plein de gens. Ça a été un moment un peu de dévoilement, où comme tu disais, ce truc où on arrête de regarder vers le bas de la pyramide, on commence à regarder vers le haut. Et du coup, ça a été en plus, comme tu dis, ce truc où il y a un truc de ouf quand même dans le fait que de base ça part d'une revendication individualiste entre guillemets, tu vois, même s'il y a un truc vachement méprisant là-dedans, tu vois, dans le fait de le dire comme ça, mais que en quelques mois on arrive sur un consensus autour du RIC, qu'on arrive en fait, qu'on parte d'un truc individuel comme ça pour arriver vraiment à des revendications de comment est-ce cette puissance politique qu'on a produit là par le fait qu'on est ici, on arrive à l'institutionnaliser, à la pérenniser. Et en même temps, il y a eu ça et il y a des gens qui se sont revendiqués Gilets jaunes, qui ont continué à défiler en tant que Gilets jaunes, très longtemps en fait après ces événements qui se sont passés après le cœur du mouvement. Et il y a eu un peu une traînée de comètes un peu longue, au bout de laquelle un peu le truc vraiment extrême, c'est Philippot qui a réussi un peu à surfer un peu sur la vague en ramenant des gens à des trucs anti-vaccins ou ce genre de choses, et où tu voyais encore tu vois des trucs comme ça. La question que je me posais, c'est toi, quel regard tu as en fait sur la longue vie un peu du mouvement des Gilets jaunes, passé le moment insurrectionnel et tout ça, comment on en arrive à des trucs comme ça, quoi. Et est-ce qu'il y a un tri à faire? Est-ce que pour toi, passer un certain stade, ça n'avait plus rien à voir avec le mouvement des Gilets jaunes, ou est-ce que tu dirais qu'il y a une substance commune, par exemple, parce qu'il y a des gens qui ont suivi cette trajectoire ou ce genre de choses? Moi, je resterai toujours fidèle aux Gilets jaunes. Et pour répondre à ta question, je pense que là, encore une fois, il faut décentrer. C'est-à-dire que si tu regardes Paris, tu te dis, les Gilets jaunes à Paris, pour une partie d'entre eux, pas tous, ils se retrouvent dans les manifs complotistes de Florian Philippot, facho, ancien cadre du FN, etc. Alors déjà, sur Paris, ce qui s'est passé, moi, ce que beaucoup de mes potes Gilets jaunes ont fait, c'est qu'alors que la gauche ne faisait rien contre les mesures autoritaires de la gestion de la crise sanitaire, ça a été les Gilets jaunes qui ont déclaré des manifs face à celles de Philippot. Et ça, c'est une des vérités factuelles qu'il faut rappeler. À Paris, la gauche, à part à demi-mot peut-être la France insoumise, est restée silencieuse face à la gestion autoritaire
de la crise sanitaire. Je ne parle pas des questions de santé, c'est pas mon sujet. La gestion autoritaire, personne n'a rien dit globalement. Les seuls qui ont déclaré des manifs et qui n'ont pas laissé le terrain à l'extrême droite, qui n'ont pas laissé le terrain à Philippot, c'est les Gilets jaunes. Il y a eu des manifs immenses qui rassemblaient encore plus de gens que Philippot, je m'en souviens. L'été 2000, du coup c'était 2021, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est que quand on regarde sur l'ensemble du territoire un peu ce qui reste du mouvement des Gilets jaunes, eh bien, les suites, si on regarde les petites graines qui ont été semées par les Gilets jaunes et ce que ça a donné en termes, ce qui a germé de ces graines, il y a des trucs fabuleux. Je vais vous donner 2 exemples pour faire simple. On a les Gilets jaunes de Dunkerque qui ont lancé un truc incroyable. Les Gilets jaunes de Dunkerque, ils ont lancé un truc qui s'appelle La Source. La Source, c'est quoi? C'est une épicerie autogérée, écolo, pour permettre aux gens de manger de la bonne bouffe, sortir des cercles de la grande distribution, pas cher, de manière solidaire. Ça a été lancé par des Gilets jaunes à Dunkerque et notamment par un gars à qui j'aimerais rendre hommage, Fabrice Joyeux, portait très bien son nom, ce camarade qui est décédé il y a peu. Donc ça, c'est par exemple un héritage concret des Gilets jaunes. Autre héritage concret des Gilets jaunes, la Maison du Peuple de Nantes. En plein centre-ville de Nantes, cet établissement scolaire inoccupé depuis 2013 a repris vie. Autour de cette table, des migrants et des sans domicile fixe. Ensemble, ils fuient le froid automnal. C'est plus facile d'affronter la misère parce qu'en ce moment c'est dur, c'est de plus en plus dur. L'hiver qui arrive, il est de plus en plus dur aussi. Et qu'ensemble, on rigole, on partage de bons moments, on apprend à avancer ensemble. À l'heure actuelle, on nous met à la fois la pression pour ne pas être visible, pour ne pas exister et pour être expulsé, mais qu'en même temps, par la force des choses, le 115, des assistantes sociales, des collectifs, envoient les personnes dans le besoin, dans nos locaux, et nous essayons de les prendre en charge de la manière la plus humaine qui soit. Lieu d'accueil qui pratique l'accueil inconditionnel, j'insiste sur le inconditionnel, avec qui on a des liens, notamment avec mon mouvement PEPS, très fort. Et là aussi, c'est un héritage des Gilets jaunes concret. Donc quand on regarde ça, on se dit, l'héritage, il est vachement positif. Et il y a aussi un héritage immatériel. Il y a un héritage des pratiques en termes de lutte. Et celui-ci, il est très important. Par exemple, le mouvement des Gilets jaunes a été la locomotive du mouvement contre les pratiques des Gilets jaunes, notamment les manifs spontanés, massifs dans les rues, etc., non déclarés, etc., les manifs sauvages. Là aussi, le terme sauvage, je le revendique, il est très positif à mes yeux. Je ne vois pas du tout un problème dans ce terme-là. La sauvagerie, sémantiquement, ça renvoie à la proximité avec la nature. C'est l'intelligence naturelle, l'intelligence humaine, sociale. Donc là, je revendique ces manifs sauvages. Elles ont été beaucoup expérimentées durant les Gilets jaunes. Et en fait, les Gilets jaunes et leurs pratiques ont été la locomotive du mouvement contre la réforme des retraites en 2019. Et ils ont aussi été la locomotive du mouvement contre la réforme des retraites en 2023. Et c'est marrant qu'on arrive ici, que je commence à dire ça, parce que place de la Concorde en 2023, il y a 2 blocs qui se sont opposés dans le mouvement social. Il y a d'un côté les directions syndicales adeptes des trahisons et de la compromission, de la CFDT en passant par la CGT, donc de Martinez à Berger, qui ont trahi. C'est-à-dire qu'il y avait un rapport de force populaire dans la rue, il y avait des millions de personnes dans la rue, le rapport de force était de notre côté, on avait la capacité de faire plier le gouvernement, de faire plier le pouvoir sur la réforme des retraites, mais aussi sur tout un tas d'autres sujets. Et les directions, le soir du 49.3, c'était le 16 mars 2023, à l'Assemblée nationale, juste en face ici, ont préféré trahir et dire on rentre à la niche et on sortira au mois de juin une dernière journée symbolique que d'accentuer la mobilisation. Et qui c'est qui était là, place de la Concorde, le 16 mars au soir, lors du 49.3 de l'autre conne d'Elisabeth Borne? Eh bien, c'était les jeunes lycéens et étudiants et c'était les Gilets jaunes. Et c'était une nuit d'émeutes magnifique. Je m'en souviens, il y avait la préparation des JO, donc il y avait plein d'échafaudages sur toute la place. Et il y avait tous ces gens avec beaucoup de bravoure, beaucoup d'ardeur et beaucoup de candeur aussi, il faut le dire, qui se sont mis à choper ces rambardes, etc. Il y avait un dispositif policier démentiel beaucoup plus important que les gens rassemblés. Et les gens se sont mis à affronter avec beaucoup de dignité. Et je me souviens de tous ces potes, de tous ces jeunes qui, pendant plusieurs nuits d'affilée, avec qui on était dans tout Paris, et on s'est mis à arpenter toutes les rues pendant plus de 15 jours, je crois. C'était juste dingue, quoi. Et moi, je le dis, l'histoire, ce qu'elle retiendra du mouvement contre la réforme des retraites en 2023, ce n'est pas les traîtres de la CFDT et de la CGT au niveau de la direction, pas au niveau des syndiqués, c'est ces jeunes qui se sont insurgés
sur la place de la Concorde, place dite de la Concorde, le 16 mars 2023. C'est eux qui étaient du bon côté de la barricade et c'est eux qui ont fait honneur à notre peuple, à notre pays. Et c'est marrant que ce soit basé sur la place de la Concorde, parce que la place de la Concorde, elle ne s'est pas toujours appelée comme ça. Il s'avère que à l'époque, c'était la place de la Révolution. Enfin, avant ça, c'était la place Louis XV. Et c'est la commune insurrectionnelle de Paris, en 1792, qui a rebaptisé cette place de la Concorde, place Louis XV, pardon, place de la Révolution. Donc, place de la Révolution, et c'est sur cette place qu'il y a eu l'ablation de Louis XVI le 21 janvier 1793. Je ne savais même pas. C'est sur cette place que... Moi, je suis très heureux d'être ici parce que je le dis souvent, et ça me vaut un procès contre Macron, on est dans le pays de la Révolution française, on est dans le pays qui fait tomber la tête des monarques. Alors, fut un temps, il y avait la peine capitale, la peine de mort dans ce pays, on faisait tomber la tête des gens, moi, au sens littéral, on leur coupait la tête plutôt, donc je suis content que ce temps-là soit révolu, mais par contre, dans ce pays, on a fait tomber tout un tas de têtes de monarques au sens figuré. Faire tomber des têtes, c'est contraindre à l'abdication. On l'a fait pour Charles X, en 1830, on l'a fait pour Louis-Philippe en 1848. Et c'est en ce sens que j'avais interpellé Macron au Salon de l'Agriculture et que je lui avais dit « Les borgneurs, n'oubliez jamais que nous sommes dans le pays de la Révolution française, le pays qui fait tomber la tête des monarques. » Je reviens sur cette affaire dans un bouquin qui va sortir ce 20 mars 2025, normalement, enfin autour du 20 mars 2025, et qui va s'appeler « Quand les monarques nous font taire ». Donc si cette affaire s'intéresse et mon procès contre Macron, qui a été reporté en 2026, vous intéresse, allez creuser ce bouquin, parce que peut-être qu'on n'aura pas le temps de développer aujourd'hui. Ceci étant dit, les contre-révolutionnaires, après la Révolution, ont baptisé cette place de la Concorde. C'est assez marrant parce qu'ils veulent toujours nous faire croire à une pseudo-concorde nationale, comme si tout allait bien, comme si nous étions dans le meilleur des mondes possibles, comme s'il n'y avait pas des clivages de classe et de race importants dans ce pays, mais si, ils existent. Et c'est pour ça que c'est important de le rappeler. Et que leur concorde, c'est de la foutaise, c'est un voile qu'ils mettent sur les vrais problèmes. Et que la réalité sociale, elle est bien divergente. Il y a des dissensus dans ce pays entre les intérêts bourgeois et les intérêts populaires. Donc voilà, c'est pour ça que ça a du sens d'être ici. Ouais, ça a du sens d'être ici et tu m'offres un peu la transition parce que tu as sorti un livre qui s'appelle « Arrachons une vie meilleure ». Dans lequel tu parles notamment du temps de travail et tu développes ce discours autour du fait que, d'ailleurs c'était un slogan des Gilets jaunes, consomme, travaille et ferme ta gueule, que du coup on a besoin en fait de temps pour vivre, on a besoin de temps en dehors de la production pour développer des projets avec des gens qu'on aime, passer du temps simplement avec des gens qu'on aime. Et tout le monde qui a déjà expérimenté ce que c'est de faire une semaine de 35 heures a cette intuition en commun que tant qu'on ne réduit pas le temps de travail, on ne peut pas arracher une vie meilleure. Et en même temps, il y a cette intuition que tu as, que j'ai, alors je précise parce que tu as mis CGT et CFDT dans le même pack. Je parlais des directions. Hein, ouais, bien sûr. Juste par honnêteté envers ce que c'est la CGT et tout, je précise qu'il y a eu le congrès pendant le mouvement contre la réforme des retraites et que pour la première fois de l'histoire de la CGT, le congrès a voté une motion qui rejetait le bilan de la direction de la CGT. Donc... La période de mobilisation que nous vivons autour des retraites a une ampleur inédite depuis des décennies. Les appels à la grève ou aux manifestations saute-mouton ne peuvent répondre à l'exigence d'en découdre exprimée par des millions de travailleurs. Aujourd'hui, la majorité des actions menées se font à l'initiative de syndicalistes cégétistes, de salariés, de jeunes. Mais rappelons-nous que nous sommes, au moins au début, restés spectateurs devant le mouvement des Gilets jaunes. Depuis, un certain nombre de grèves se sont organisées sans la CGT à travers le pays. Rechercher l'unité syndicale ne se fera qu'à une certaine renonciation de notre identité. Or, les travailleurs nous reconnaissent comme le seul syndicat combatif. Nous connaissons tous le risque que certains syndicats se défilent dans le mouvement actuel et c'est d'ailleurs ce que nous voyons avec les dernières déclarations de Berger. Camarade Philippe Martinez, qui t'a donné mandat pour parler de médiation alors que les travailleurs sont dans la rue. On envoie de la force aux gens qui, à la CGT, représentent et notamment le Front notre camarade radical. Olivier Mathéou, qui à l'époque a incarné une résistance interne au sein des instances dirigeantes.
Et du coup, tu vois, genre moi, ma question, c'est à la fois on a cette intuition qu'on est obligé de diminuer le travail pour avoir une vie meilleure, et à la fois on a cette intuition que les syndicats ne peuvent pas assumer un rôle de direction politique dans un mouvement qui va gagner des choses. Et du coup, je me demandais en particulier sur le mouvement contre la réforme des retraites de 2023, quel regard tu avais sur la prise de direction politique qu'avait fait l'intersyndicale et quel regard tu as sur qu'est-ce qu'ils auraient pu faire ou, voilà. Par exemple, j'ai un peu répondu à la question du coup précédemment, mais pour rebondir, ce dont je suis convaincu, sur toutes les batailles sociales qu'on va avoir à mener, sur la question de la lutte contre l'exploitation, notamment, mais aussi sur tout un tas d'autres questions, eh bien, ça se passera pas. Ah, je ne sais pas si on nous entend bien ou pas. Non, ça va. J'ai l'intuition que vraiment sur les prochaines batailles sociales, notamment sur les questions du travail, de la lutte contre l'exploitation au travail, parce que le travail tue, plusieurs centaines de personnes qui meurent au travail chaque année, d'accidents du travail. C'est un sujet extrêmement important qui malheureusement est dans l'angle mort, les accidents du travail, mais aussi les corps qui s'abîment. Tu ne peux pas, peut-être que tu ne meurs pas directement, mais que sur le long terme, tu es condamné à crever parce que tu as été exploité pendant 40 ans, 50 ans au travail. Et moi, je peux donner tout un tas d'exemples autour de moi, notamment mon oncle, Manuel, il porte bien son nom d'ailleurs, qui a travaillé toute sa vie durant dans les vignes et qui à 50 ans s'est retrouvé à 2 doigts de perdre la vue et qui suit des soins constants en la matière parce qu'il a été exposé à des intrants chimiques. Ou ma mère, ouvrière agricole, qui en a beaucoup souffert et qui a de gros soucis de santé aujourd'hui à cause de ça. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, il y a une recomposition. On n'est pas à la fin du 19e avec l'émergence des syndicats, on n'est pas du coup au 20e où il y a eu toute la puissance syndicale. Je pense qu'aujourd'hui, on arrive dans une nouvelle ère où les formes d'organisation politique sont nouvelles. On le voit avec les soulèvements de la terre, on le voit avec les gilets jaunes, on le voit avec les mouvements antiracistes dans les quartiers populaires. Les syndicats vont avoir un rôle crucial à jouer. Pas leur direction, enfin à part s'ils prennent le contrôle à nouveau les bases syndicales reprennent le contrôle sur les directions, mais les syndicats vont avoir un rôle à jouer majeur, mais ils ne pourront pas le jouer seuls. Et ça, j'en suis convaincu. Moi, quoi je crois... Tu penses qu'ils arriveraient à partager une direction politique, tu vois, quand il y a eu la loi sécurité globale? Il faudra les dépasser. Ouais. Il faudra les dépasser. C'est-à-dire que moi, à partir du moment où ils réussissent à mettre les travailleurs dans la rue, tous les travailleurs du pays, parce qu'il y a quand même des milliers de syndicats dans ce pays, il ne faut pas l'occulter, ils ont encore une force majeure. Quand ils les mettent dans la rue pour arracher des miettes, tu vois, ils disent demain, allez, on va faire une grève pour avoir 100 € de plus, et là, les milliers de travailleurs se mettent en grève. Moi, je m'en réjouis, mais ce que je fais, ce qu'on va devoir faire, c'est aller voir nos copains syndicalistes et leur dire, les copains, ne vous contentez pas de récupérer, de quémander quelques miettes, venez avec nous prendre le contrôle de la boulangerie. Voilà le message qu'il faudra leur faire passer. Donc, il faut penser les choses de manière intelligente et pas forcément antagonique. Ouais. Ce qu'il faut, c'est la conjugaison des antagonismes. C'est un concept clé en permaculture. Et en fait, il faut regarder la nature. Et quand on regarde ce qui se passe dans la nature et l'intelligence du vivant, on peut en tirer des leçons sur le plan social et sur le plan des batailles politiques. J'ai souvent tendance à dire ça. Et la diversité est une force. La force du vivant, c'est la diversité. Et donc, la force de nos luttes, ce sera la diversité de nos tactiques qu'il va falloir combiner et conjuguer. Ensuite, je voulais dire autre chose, mais on dit tellement de trucs que on passe un peu du coq à l'âne, quoique tout est lié. Mais ça me reviendra. Ok, d'accord. Ok, bon, on arrive un peu à la fin de l'entretien. Le soleil se couche, il va nous quitter. Moi, j'avais un peu une dernière question parce qu'on avait parlé de un peu les expériences pratiques qui avaient pu rendre possible le mouvement des Gilets jaunes ou qui avaient un peu fait qu'il y avait eu cette tentative insurrectionnelle où en gros que l'hypothèse selon laquelle spontanément, si les masses se mettent dans une action violente, ça peut provoquer un bouleversement politique. Les Gilets jaunes, ça a été un moment où tout le monde a été uni un peu par cette hypothèse à un moment donné. Et on n'en a pas, en même temps on en a un peu parlé parce qu'évidemment on ne peut qu'en parler en fait de la répression qu'il y a eu. Et en même temps ça n'a pas été le centre de ce dont on a parlé, mais il y a un coût, un tribut extrêmement cher qui a été payé par certaines personnes individuellement encore plus que par d'autres. Mais en gros ma question c'est en mode est-ce que quand on regarde ce mouvement des Gilets jaunes qui est terminé, on doit se dire que
en fait, l'hypothèse insurrectionnelle, elle ne marche pas. Est-ce que le mouvement des Gilets jaunes, il fait la preuve que l'hypothèse insurrectionnelle ne marche pas? Et si jamais l'hypothèse insurrectionnelle ne marche pas, est-ce que dans ce type de répertoire d'action, il y a quand même quelque chose qui le rend valable et qui fait que ça vaut le coup, même si jamais ça n'arrive pas à faire le soulèvement généralisé, la révolution? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ces expériences politiques qui leur donne une valeur qui fait que ça vaut le coup, même d'affronter la répression et tout ça? Ouais, ça vaut 1000 fois le coup. Moi, je pense honnêtement que la révolution, ce ne sera pas que l'insurrection. Mais l'insurrection aura un rôle important, ce sera un chapitre important du processus révolutionnaire. Et bien sûr que le prix à payer, le tribut, il est lourd. Parce que la classe dominante, la classe dirigeante, elle ne va pas te laisser lui enlever ses privilèges sans rien faire. Je veux dire, tu prends quiconque ici qui a des privilèges, pour les garder, il va se révolter. C'est marrant parce que c'est la bourgeoisie du coup qui se révolte pour elle-même défendre ses acquis, tu vois, ses acquis, ses privilèges. Et ce que j'entends par là, c'est qu'ils vont pas se laisser faire. Donc évidemment, et c'est toujours été le cas dans l'histoire, les privilégiés utilisent la répression, utilisent la violence pour empêcher la réussite des mouvements révolutionnaires. Parce qu'ils veulent maintenir le statu quo, maintenir la pyramide sociale. Donc ça, il ne faut pas s'en étonner, effectivement, ça va nous coûter cher. Et plus on attendra pour faire la révolution, plus ils vont densifier leur appareil de répression. Donc ça met en lumière l'urgence de la mobilisation. Plus on attend, plus ils vont être forts et plus ce sera compliqué de se soulever. Ça, c'est une première chose. Ensuite, moi, j'ai toujours été, et je serai toujours, admiratif de celles et ceux qui, dans le passé, qui aujourd'hui, qui dans l'avenir, s'insurgeront. Parce que pour moi, la dignité, elle est du côté de l'insurrection. L'insurrection, c'est quoi? C'est le fait de se lever, de se mettre debout, de lever la garde, de lever la tête, d'avoir la tête haute, d'être digne, de retrouver sa dignité et de se mettre face à son oppresseur et de se libérer en se révoltant. Et en cela, l'insurrection, elle est belle. La beauté est dans l'insurrection. Et moi, je prendrai toujours le parti de l'insurrection, de l'émeute et de la révolte. Et je n'aurai de cesse, contre les injustices et les oppressions, à appeler à l'insurrection. Et je trouve que nous devons, et on a un beau pays, on a un pays en la matière qui a une histoire chargée en termes d'insurrection, nous inscrire dans l'histoire de la Révolution française, dans l'histoire de la Révolution de 1830, celle des Trois Glorieuses, dans l'histoire de la Révolution de 1848, celle qui a démarré avec des banquets populaires, dans l'histoire de la Commune de Paris de 1871, qui a d'ailleurs brûlé le palais des Tuileries où on se trouvait tout à l'heure, en pleine semaine sanglante. Il faut qu'on s'inscrive dans l'ensemble des mobilisations de 1936, du Front populaire, de 1947, lorsque les travailleurs du pays se sont mis en grève massivement et se sont mis à crier CRS, SS pour dire que certes, les nazis avaient peut-être été vaincus, mais il restait les restes du nazisme en France et du vichyisme, notamment à travers les unités de CRS. Donc, et puis on a eu mai 68, etc., etc. On a cette lourde histoire extrêmement chargée dans laquelle il faut s'inscrire. Alors, le prix à payer, je le disais, il est lourd. Mais quand tu te révoltes, quand tu t'insurges, tu as la conscience tranquille. Vous savez, il y a un mec qui s'appelait Henri Ferté, qui était le plus jeune résistant à la connaissance historique telle qu'elle est aujourd'hui. Il avait 15-16 ans en 1941-42 et à Besançon, il a rejoint un groupe de résistants et il a été enfermé dans la prison de Besançon et il a été tué, exécuté par les nazis et les collabos. Et Henri Ferté, il a écrit une lettre extrêmement touchante que je vous invite à lire, que je cite dans mon prochain bouquin, dans mon bouquin « Quand les monarques nous font taire », toujours chez Massot Édition. Et dans cette lettre, il dit « Mes chers parents, je meurs la conscience tranquille, parce que j'ai défendu la France éternelle, parce que j'ai défendu mes valeurs. » Et je trouve ça tellement beau. C'est-à-dire que, certes, peut-être qu'à la fin, ils nous écraseront. Mais moi, je préfère mourir debout que crever à genoux. C'est pas moi qui le dis, c'est un vieil adage populaire. Et donc en cela, je serai toujours de ce côté-là de la barricade. Celui de côté depuis lequel
on jette des pavés, le côté depuis lequel on lance des pierres vers le ciel comme une indépendance, dans la bande de Gaza par exemple, lors des premières intifadas. Moi, il y a une insurrection qui m'émeut beaucoup, qui est peu connue. C'est l'insurrection qui a eu lieu le 16 mai 1944 dans le camp des familles tziganes d'Auschwitz-Birkenau. En fait, dans ce camp, eh bien, il y avait plusieurs milliers de personnes catégorisées par les nazis comme tziganes, et les SS, avec la Bérésina, enfin la débandade, tu vois, des nazis face aux soviétiques, ont décidé de liquider au fur et à mesure, d'accélérer la liquidation du camp d'Auschwitz, et notamment du camp des familles tziganes d'Auschwitz-Birkenau. Et alors là, il y a eu quelque chose de très intéressant. Il y a eu les familles qui ont appris que les SS allaient venir pour les envoyer au four. Et les gens ont pris des pioches, des pierres, des outils qu'il y avait à disposition, des morceaux de bois. Et elles se sont révoltées, insurgées. Il y a eu une insurrection contre les SS. Et les familles, elles ont réussi, femmes, hommes, enfants, à faire reculer les SS qui voulaient les envoyer au four. Et c'est en cela que je dis que l'insurrection, elle donne de la dignité, elle donnera toujours de la dignité. Et cette insurrection du 16 mai 1944, on la célèbre maintenant depuis plusieurs années, en Europe, en France, partout dans le monde. Et on appelle ça la fête de l'insurrection gitane, et ça a lieu chaque 16 mai pour commémorer cette insurrection. Alors certes, les familles, elles savaient qu'elles allaient mourir à la fin parce que les nazis étaient plus nombreux. Mais elles sont mortes les têtes hautes, avec la dignité, quelques mois après, le 2 août, lorsque le camp a été liquidé. Et parmi les résistants voyageurs, Rom, Sinti, Yenish, Manouche, qui m'ont beaucoup inspiré, ceux qui ont survécu du coup, eh bien, il y avait un mec qui s'appelle Raymond Gurem. Et Raymond Gurem, il a été tous les ans, il y a des commémorations maintenant depuis quelques années à Auschwitz-Birkenau, dans le camp des familles tziganes. Et Raymond, il avait assisté à ces commémorations. Lui, il avait été enfermé dans des camps en France, puis déporté en Allemagne. Il avait survécu, rentré dans la résistance. Il s'était évadé quasiment 10 fois, je crois, des camps français et allemands. Et il y a quelques années, avant son décès, il avait été invité aux commémorations le 2 août, parce que le 2 août, c'est la journée de commémoration du Samud Arepen, du génocide tzigane. Samud Arepen, ça veut dire la mort de Tours en romanesque. Et parce que le 2 août, c'est la journée durant laquelle, après le 16 mai, après l'échec du 16 mai, les nazis ont liquidé le camp et tué plus de quasiment 4000 personnes. Et Raymond, il portait ce badge le 2 août quand il avait été dans le camp. Et un ami me l'a donné parce que Raymond, il avait parlé de moi avec cet ami. Et il avait dit, j'aime beaucoup Richie, son côté où il va au front et il met les mots. Et il avait fait une vidéo pour moi, et la vidéo malheureusement a été supprimée par erreur. Et donc après son décès, il y a mon pote qui m'a envoyé ce badge, et je le garde pour me rappeler. Et tout à l'heure, je vous ai montré un morceau du LBD, que certes dans la vie, les opprimés, on en prend plein la gueule, mais on sait aussi, on est capable de résister. Voilà.